Allez, c'est parti. Nous sommes de retour après un bon moment de repos, hein, Yerbanga. Oui, tout à fait. Après des vacances bien méritées, on va dire, on est de retour pour parler culture, c'est très important. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de livres et aussi on va parler de théâtre. Et voilà, donc ce numéro, le retour au sommeil, il va s'agir de parler de livres avec Auguste Jean-Yves Nébier, qui est écrivain, poète. Les poètes, ça coupe pas les rues actuellement. Il est également journaliste. Il est directeur de publication des Infos Sciences Culture. Le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, voilà. Parce que, effectivement. Et également Mawa S. Bakayoko, elle est écrivaine. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, auteur d'une dizaine de livres. Absolument. Et puis, on va parler de l'actualité au niveau des réseaux sociaux, ce qui fait le buzz. Et quand il s'agit d'en parler, on reçoit donc notre spécialiste du digital, Garnet, qui est journaliste au niveau de RMO et puis spécialiste donc du digital. Bonjour. Bonjour. On va parler de l'affaire des influenceurs et des influenceuses, si on peut les appeler comme ça. Bah oui, en fait, soi-disant, j'aime bien le thème soi-disant parce que, bon, on en parlera. Et puis en deuxième partie, nous allons recevoir Alexis Tanagda et Odile Sankara pour parler de production et de diffusion des pièces de théâtre en temps de crise, les enjeux. Donc, juste après ce qui suit, on y va pour la première actualité culturelle. Hier, hein, on était à la cérémonie de dédicace d'une œuvre littéraire, donc l'œuvre de Sakinatou, Sans faux, la rançon du mal. Voilà. Voilà. C'est un roman d'une centaine de pages qui parle plus ou moins de ce qui fera l'actualité à Ghana tout à l'heure. Oui. Voilà, avec notamment le comportement de nos jeunes. Et ici, c'est le comportement d'un jeune mâle avec accent circonflexe sur le A et E, voilà, après le L, voilà, qui a allié donc une série de conquêtes et ça s'est mal terminé, plus ou moins pour lui. Donc c'est plus ou moins la trame de l'histoire racontée donc, dans ce roman-là, qui est la première de Sakinatou Sans faux. Sakinatou Sans faux. Et puis le week-end dernier, il y a eu le concert pour les PDI, concert à but caritatif de l'artiste Amzi pour récolter des fonds pour des personnes déplacées internes. On va suivre donc ce reportage. Sur scène, Amzi en concert live. L'artiste rend ainsi hommage aux personnes déplacées internes. À travers ce concert, Amzi veut donner un exemple de cohésion et de solidarité. Il faut toujours penser commun avant de penser personnel. Il faut s'aimer les uns les autres, s'aimer soi-même, aimer son prochain et tout. C'est le conseil que j'ai. Et être fier d'être burkinabé, avoir cette fierté d'être burkinabé, c'est déjà grand. Et donner tout pour le pays. Pas de prix fixe pour avoir accès à ce concert. Ici, chacun a contribué de quelque nature que ce soit à la limite de ses moyens. Et les différents dons récoltés seront remis aux personnes déplacées internes. Quand on voit la pertinence du projet qu'il a apporté pour venir donc en aide au PDI, on ne pouvait rester insensible. Vous savez qu'en tant qu'entreprise, on intervient certainement pour faire du commerce, mais on se doit aussi d'être à côté de nos abonnés, de nos clients, et être à côté des causes qui les touchent, des difficultés qu'ils vivent, en tout cas les accompagner à résoudre ces difficultés. D'autres artistes musiciens ont adhéré à l'initiative. Et sur scène, ensemble, ils chantent pour toutes les victimes des attaques terroristes. Un concert plein d'émotions.
Dans cette dynamique de solidarité, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a donné 2 millions de francs CFA et 10 tonnes de riz, annonce faite par le comité de gestion du projet. Un rassemblement au cœur de l'émotion qui réjouit l'artiste et son public. En tout cas, ça a été une belle fête, hein, même si la pluie a joué un peu. Ouais, c'est invité à la fête, on va dire. Mais je pense qu'il faut saluer de telles initiatives parce que être un artiste, être apprécié par les populations, par donc son peuple-là, il faut à un moment donné aussi penser à ce peuple-là quand il traverse certaines situations. C'est le cas des personnes déplacées internes. Et avoir une pensée, créer un projet pour amener les uns les autres à contribuer à ce qu'ils puissent avoir une certaine sérénité, c'est à saluer. Je pense que l'exemple pourrait être suivi par d'autres artistes dans d'autres localités, bien évidemment. Il faut dire que déjà l'artiste a contribué avec 1 million de francs CFA. Et puis on attend le bilan, donc en termes de mobilisation des ressources. Déjà l'initiative est saluée, c'est déjà très bon, quel que soit, j'allais dire, le bilan qui sera fait. Le fait même d'avoir pensé aux personnes déplacées internes et faire une activité dans ce sens-là, c'est très louable. Nous sommes à présent avec Mawa Bakayoko, auteur de 10 livres. Voilà, l'aventure du livre commence en 2012 avec la rébellion de Zantigui. Et puis bon, aujourd'hui vous avez à votre compteur 10 livres. Quels sont les thèmes que vous développez dans vos différentes œuvres? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 10 ans d'écriture. Alors en 2012, la première œuvre qui paraît, qui est la rébellion de Zantigui. Alors les thèmes abordés sont les suivants. Je parle de rébellion, de ce couac de la démocratie. Je parle de faillite éducationnelle. Je parle d'immigration clandestine, moi-même ayant vécu une décennie à l'étranger. Je parle également d'excision. Je repars dans la culture pour, je dirais, ôter les peaux mortes qui existent dans la culture, mais forger les éléments positifs de la culture pour qu'on puisse continuer l'aventure. Alors tous ces termes-là sont abordés à travers mes œuvres. Vous l'avez dit, je suis romancière. Alors je me sens bien dans le roman et donc toutes mes œuvres tournent autour de ces thèmes-là concernant l'Afrique. Yamara? Oui, je pense que vous êtes à présent très connu à travers donc, cette dizaine de bouquins-là sur le plan africain. Je pense que l'une des thématiques d'actualité, c'est aussi justement de faire en sorte que la femme, c'est vrai que c'est un thème plus ou moins traditionnel, les principales préoccupations féminines soient également au centre des différents engagements, notamment des écrivains et des écrivaines. Est-ce que c'est le cas à travers certaines de vos publications? Évidemment, quand on écrit, d'abord, on écrit avec le ressenti de la femme. Ce ressentiment féminin agit sur notre plume. Mais nous sommes pour toute la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a le problème du terrorisme au Sahel. Et ce problème concerne aussi bien les femmes que les hommes. Mais on va expliquer cela du côté de la femme avec, je dirais, l'acuité de ce terrorisme qui pousse, par exemple, la femme à aller plus loin à chercher de l'eau, ou alors aller plus loin pour chercher le fagot, ou tout simplement des hommes qui abandonnent les foyers pour cause du terrorisme. Et donc, c'est sous ce prisme-là que nous en parlons, et forcément, la femme est au centre de notre préoccupation, nous-mêmes étant femmes. Écrire représente quoi pour vous? La liberté. La liberté. L'expression. Pouvoir, je dirais, parler de moi, pas de moi seulement, mais parler de ce que je ressens pour les sujets qui concernent ma société. Et c'est très important. La liberté en premier et ensuite d'autres éléments pourraient découler de ça. Vous êtes écrivaine, vous avez une maison d'édition. Pourquoi avoir décidé d'aller à l'édition, avoir une maison d'édition? Vous savez, dans la vie, parfois on ne décide pas soi-même. C'est le destin qui vous conduit à cela. Quand vous éditez que parfois l'éditeur ne vous ramène pas l'ascenseur, forcément vous allez voir ailleurs. Et quand vous faites plusieurs éditeurs et que c'est les mêmes fautes qui sont commises, vous dites mais il y a quelque chose à faire. Et c'est ainsi que je crée cette maison d'édition, les éditions Barreau, où je décide de vivre de mon art, parce que c'est cela également l'enjeu. Parfois on se moque de nous, on dit voilà, pour vous la passion et pour les éditeurs l'argent. Mais non, il faut à un certain moment donné, d'autres cieux, les gens vivent de cela. Et c'est un corps de métier aujourd'hui à prendre au sérieux. Il y a l'une de vos œuvres qui a été un best-seller, 20 000 exemplaires, je crois. Sous le jour d'un Dangadé. Et je le disais tantôt, il est question d'éducation. C'est une mère qui ne savait pas dire non à son enfant. Chez moi, on dit l'enfant, quand il est petit, quand tu ne le fais pas pleurer, quand il grandit, c'est lui qui te fera pleurer. Et du coup, je me dis, on se retrouve tous dans ce problème éducationnel.
À preuve, c'est les enfants pratiquement maudits, entre guillemets, qui nous créent des soucis en Afrique. Et donc, à nous de pouvoir revenir sur l'éducation telle que nous l'avons reçue et avancer avec nos États. Vous vivez pleinement du livre? Pleinement. Absolument. Les ventes, les droits d'auteur tout à fait. Je suis moi-même l'éditrice, donc je sais la part des choses et j'ai des employés dans la maison d'édition. Voilà. Et vous êtes à Ouagadougou pour une activité, parce que vous venez de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis invitée par Rokiata Ouedraogo à la faveur donc, de cette réflexion que nous, femmes de plume de l'Afrique de l'Ouest, devons porter sur la situation que vit nos pays. Par rapport au péril terroriste. C'est ce soir à 14h à l'Institut français. Tout à fait, à l'Institut français. Et donc, nous allons réfléchir ensemble quelle réponse apporter avec nos plumes à cette situation. Vos œuvres sont disponibles à Ouagadougou? Maintenant, c'est disponible à peine. Il faut dire que c'est ma première visite à Ouaga. Je découvre agréablement Ouaga. Je disais, je me languissais de venir connaître Ouaga depuis lors. J'ai beaucoup d'amis burkinabés et c'est avec joie que je suis là. Et donc, on a déjà répertorié les livres, la totalité des 10 œuvres à la librairie Bon Berger. Et donc, facilement, vous pouvez la voir. Merci. Donc, à ce soir. Hein. Tout à fait. On vous y attend nombreux. Sur le coup de 14h. C'est ça. Au niveau de l'Institut français. Absolument. On va se retrouver vers un autre, plus jeune, le poète. Ça me fascine, un poète. Deux œuvres à votre actif également. Tout à fait. Voilà. On quitte pourquoi du journalisme et puis on va à la poésie. Est-ce qu'il quitte vraiment? Non, il ne quitte pas, il va à la poésie. Je m'attendais à d'autres types d'œuvres. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi avoir choisi de faire de la poésie? J'ai choisi de faire de la poésie parce que c'est le genre littéraire qui me parle le plus. Je me sens mieux lorsque je réfléchis et j'écris de la poésie. Alors, c'est toutes ces sensations qu'on a, voilà, écouter par exemple un enfant pleurer, un enfant rire, une femme piler, entendre une discussion entre deux élèves, voilà, entendre les oiseaux, c'est toute une beauté. Voilà, donc ça me parle à moi en tant qu'écrivain, voilà, en tant que poète. Oui. Alors, on sait qu'à moins d'une année c'est à moins d'une année que vous avez fait paraître donc, ces deux recueils de poésie-là. Et ces deux recueils de poésie-là parlent aussi des thématiques que vivent, la majorité de nos contemporains, notamment les Burkinabés. Qu'est-ce qui explique, cette vague d'inspiration qui fait qu'en une année, vous avez pu produire deux recueils de poésie? Alors, le terrorisme, les attaques terroristes viennent en vague. Alors, il est normal que nous ayons également une vague de réponses à donner, voilà, dénoncer ces attaques terroristes, parler de la souffrance des familles des victimes. D'ailleurs, le silence des morts est dédié aux familles des victimes. Voilà, par exemple, ce père qui ne rentrera pas et que son fils attend pour lui dire un conte. Cette femme qui attend son doux guerrier qui ne reviendra pas. Cette mère de famille, voilà, qui attend son fils ou sa fille qui ne reviendra pas. Alors c'est tout un vide qui est laissé et c'est dommage et c'est regrettable. Alors il faut dénoncer ça. C'est pourquoi j'écris. Pour point des thèmes aussi sensibles, est-ce qu'il est prévu des activités, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des rencontres avec ces personnes-là, les PDI, les orphelins, pour partager le contenu donc, de l'œuvre avec ces... Pour construire une forme de résilience plus ou moins pratique. Voilà. Tout à fait, c'est en réflexion. Déjà, on a rencontré des élèves. Je suis allé à Kaya, j'ai rencontré des élèves. J'ai rencontré des élèves et des universitaires à Ouagadougou pour parler du livre, pour parler des thématiques, pour parler de la souffrance des familles des victimes et tout ce qu'il y a. Chaque Burkinabé est aujourd'hui directement ou indirectement touché par le terrorisme. Chaque Burkinabé a quelqu'un, au moins dans une des zones attaquées. Oui. Donc ça nous touche et il faut qu'on en parle pour pouvoir trouver des solutions et résoudre ce problème. L'accueil, comment est-ce que les gens ont accueilli les deux œuvres? Très bien.
très bien. Il y a de bons retours. Il y a des personnes qui déclament et qui m'envoient des textes. Ah oui, je publie en des vidéo, analyses. c'est ça? Oui. Par exemple, hier, j'ai publié un poème d'une amie, voilà, qui a lu et qui a aimé, qui a fait une vidéo où elle déclamait le poème Extase. Voilà. Là, c'était sur voilà, un moment de sérénité. Voilà. Elle était en brousse, voilà, peut-être pas en brousse, mais dans un cadre assez enchanteur. Et voilà, ça l'a inspirée et elle a déclamé le poème. Oui, mais au niveau de ceux que vous avez rencontrés, par exemple à Kaya, comment est-ce qu'ils ont accueilli? Très bien, ils ont aimé. Je reçois des félicitations. Les élèves m'écrivent un message sur Facebook. Ils m'écrivent tout le temps pour me dire « Ah oui, nous avons aimé. Ils comprennent? Ça nous a changé. » Ils comprennent? Ils comprennent. Oui. Ils comprennent très bien. Parce que c'est une thématique qui touche. Voilà. Et c'est écrit de telle sorte que l'on puisse comprendre aisément. Que ce soit accessible. Voilà, que ce soit accessible. D'accord, Marius en parlait au début de l'interview. On sait que vous êtes dans le domaine du journalisme. Actuellement, vous avez 2 bouquins. On sait que même si c'est tout le domaine de l'écriture, est-ce que l'un ne va pas prendre le pas sur l'autre? Comment vous arrivez justement à conjuguer les deux en même temps? Même si ce sont des actes de communication, cela se convient. Le journalisme ne peut pas prendre le pas sur la carrière d'écrivain, ni la carrière d'écrivain sur la carrière du journaliste. Tout est complémentaire. Lorsque je n'écris pas pour le journal et que j'ai un peu de temps, même si c'est 1 heure, je consacre à l'écriture voilà, de poèmes voilà, que je publie. Donc ça ne Est-ce que peut les pas. différentes activités liées au journalisme ne peuvent pas empiéter sur les activités qui pourraient promouvoir les Parce que développements? oui, surtout que c'est sciences et culture, c'est très prenant quand même. Mais quand même, ça est dans l'organisation. Tout à Il fait. faut s'organiser. On peut le faire. Voilà. Il faut s'organiser. Quand ça devient une passion, C'est ça. on s'aménage toujours un temps pour ça. Tout à fait. Voilà. D'accord. Un mot sur des fleurs et des épines. Est-ce que ce sont les mêmes thématiques qui rejaillissent comme dans le premier recueil, le silence des mots? Tout à fait. Les thèmes se répètent. Il y a des thèmes, par exemple, j'ai écrit sur Solane, au lendemain de l'attaque de Solane, que ça est dans des fleurs et des épines. Voilà, c'est toujours la thématique du terrorisme. Il y a les oubliés. Nous avons ces gens qui sont décédés. Nous avons noirci nos profils. Nous avons pleuré. Nous avons prié. Nous avons dénoncé. Mais quelques jours après, on a oublié. Et j'ai écrit pour rappeler aux gens, il ne faut pas oublier ces gens qui sont partis. Il faut toujours les garder en mémoire. Il faut continuer à lutter pour le retour de la paix au Burkina Faso. D'accord. Nébé, restez avec nous, hein, on sera avec vous parce que vous êtes un journaliste aussi spécialiste du théâtre. D'ailleurs, vous avez eu des prix dans le domaine. Hein. Le prix Yannick Sankara, Voilà. après la publication d'un article sur la pièce Terre Sainte. Voilà, d'accord. Donc, restez avec nous. Nous sommes cette fois-ci avec Garnet, Oui. spécialiste du digital. Avec toi, on va parler de ce qui a défrayé la chronique pendant plus d'une semaine. Hein. Il s'agit de l'affaire des... Je ne sais pas si on les appelle abusement des influenceuses, en tout cas. Des TikTokeuses. Des TikTokeuses qui sont livrées sur les réseaux sociaux. C'est quoi la différence? C'est quoi vraiment un influenceur ou une influenceuse? L'influenceur, premièrement, c'est quelqu'un qui a la capacité de modifier le comportement donc d'une communauté. En bien ou en mal, hein? Oui, ça peut être en bien, ça peut être en mal. Mais on souhaiterait en tout cas que ce soit. Généralement, les influenceurs dans ce domaine-là le font en bien. Parce que ce sont des personnes qui sont visées par les entreprises, qui les utilisent en fait pour vendre leurs produits. Donc du coup, si vous avez une mauvaise communauté, l'entreprise ne va pas s'intéresser à vous. Ça fait un. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine précis. C'est là la difficulté de toute la notion en fait d'influenceur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont sur les réseaux sociaux, ils estiment qu'ils sont des influenceurs. Pourtant, la personne n'aborde pas une thématique en fait assez spécifique. Par exemple, vous avez nos 2 écrivains sur le plateau. Demain, lorsque l'écrivain va commencer à dire
lorsque je veux écrire, voici comment je m'inspire. Voici ce qu'on appelle alexandrin. Voici ce qu'on appelle, vous avez les thèmes, hein? Il lui fait poésie. En fait, lorsque l'écrivaine va commencer en fait à proposer ça en fait à toute la communauté qui la suit, parce que demain si moi je vais écrire, c'est en ce moment-là que je vais commencer à checker ses vidéos et à suivre son comportement, jusqu'à ce que demain, lorsque par exemple je vais écrire sur une thématique, je puisse m'adresser à elle. Voici les maisons d'édition qu'il faut éviter. Voici une maison d'édition où il faut aller si vous avez envie. Elle a dit, elle a fait un parcours assez long avant de revenir en fait par exemple créer sa maison d'édition. C'est de l'expérience qu'elle pourra proposer par exemple. C'est à ce moment-là qu'elle devient influenceur. Mais aujourd'hui, mais l'influence aussi peut pas être liée à l'achat, par exemple. À l'achat? Oui. Pourquoi moi, en tant qu'entreprise, je viens vers vous pour que vous appeliez votre communauté à acheter pour moi? C'est parce que vous êtes dans le domaine, vous maîtrisez un produit. Je parle le cas aujourd'hui des TikTokers qui ne sont pas forcément dans un registre bien donné, mais qui ont une forte communauté et qui peut influencer sur l'achat. Donc ces personnes peuvent devenir parce que des généralement on refait en fait des statistiques pour voir est-ce que véritablement la personne peut avoir 1 million de fans qui vous suivent sur TikTok, qui vous suivent sur Facebook. Mais lorsque j'ai dit aux gens payer, est-ce que les gens vont? Bon, ça, c'est à faire. Hein, justement, voilà, en fait, c'est à ce moment-là, voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes que les entreprises ne vont pas en fait toucher, même si les personnes ont les personnes dont on parle ont quand même des gros contrats, je suppose, avec des entreprises quand même. Donc on peut les classer parmi les influenceurs. Non, on ne les classe pas parmi des influenceurs. On les classe parmi des Facebookers, on les classe parmi des TikTokers. Vous avez, si vous êtes sur Facebook, vous avez 1 million de personnes qui vous suivent. J'ai un produit en fait passe-partout. Ben, je vous dis, Joe, parlez de ça un peu. Voilà, ça ne fait pas de vous un influenceur. Vous suivez en fait, allons-y dans le cadre direct des artistes. Vous suivez des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui un artiste fait un post pour dire payer tel téléphone, vous l'achetez? La personne n'est pas influenceur. La personne a une communauté, a une base fan, a une base fan. Donc, en fait, on exploite ça, en fait, cette communauté. Mais ça ne fait pas de la personne, en fait, un influenceur. Ce qui s'est passé, c'est un bad buzz ou un good buzz? Un bad buzz, terrible. Je pense que vous parlez de l'aspect de ces jeunes filles-là, en fait, où on a vu des vidéos, des audios qui ont fuité, qui ont orchestré, je pense bien, en fait, bon, quelque chose de pas très catholique contre une autre, en fait. Ouais, mais elles disent qu'elles ont eu, il y en a qui ont, le pic d'abonnés a augmenté quand même. Alors, je vais revenir en arrière et puis je vais vous prendre un exemple parce que ça me fait penser tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler. Vous vous souvenez de El Bandita, l'artiste qui avait montré ses fesses? Elle est où aujourd'hui? Pourtant, ça avait fait monter sa cote. 3 ans, 4 ans en arrière. Elle devient quoi? C'est la réalité du terrain qui est là. Quand on parle de com, ce n'est pas de la magie, c'est de la communication. Si vous comment on appelle ça, vous gérez votre communauté sur des bad buzz, à un certain moment, les gens vont se décliner. Puisque pour qu'elle m'excuse beaucoup, pour que El Bandita, par exemple, puisse continuer en fait à avoir cette communauté, ben, il fallait toujours continuer à montrer ses fesses. Là, nous, on allait être là. Mais demain, je viens, puisque c'est ce qui m'a amené sur votre profil. Vous pensez que vous avez une forte communauté. Oui, mais les gens qui sont sur TikTok et ceux qui sont sur Facebook, c'est tellement différent. Sur TikTok, j'ai l'impression que c'est la folie, quoi. Sans filtre, on accepte tout. Ceux qui y sont et ceux qui font des vidéos aussi. En fait, voilà pourquoi il est assez important que dans le domaine du social media manager, on vous dit que chaque réseau social a sa particularité. Donc, si vous ne connaissez pas l'algorithme de ces différents réseaux sociaux, vous n'allez pas savoir en fait qu'on a des différents profils. Facebook, au début, a été de la même manière critiqué également parce qu'il y avait du tout. Et arrivé à un certain moment, en fait, aujourd'hui, c'est TikTok qui est. Maintenant, ça dépend de comment vous paramétrez votre compte. Quand moi, je vais sur TikTok, par exemple, la majeure partie des cas, ce sont les social media managers en fait qui sont dans mon fil d'actualité. Comment on fait telle chose, comment on fait telle chose dans le domaine du digital. Donc c'est vous qui décidez. Maintenant, si vous partez 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est pour regarder, permettez-moi l'expression, des filles se trémousser les fesses. C'est normal que TikTok, l'algorithme TikTok va vous étiqueter de la sorte, il va vous donner. Donc on a du tout sur TikTok. Il appartient à chacun en réalité de juste parfaire en fait son profil et son fil d'actualité pour en réalité recevoir les bonnes vidéos en fait. Puisque vous avez du tout. Vous avez des personnes qui dansent, c'est normal. Vous avez les web humoristes qui y sont. Moi, je les adore, les web humoristes. Quand je veux passer du temps, j'ai envie de rigoler un tout petit peu parce que moi, j'adore l'humour. Ben, je les regarde. On a aujourd'hui de bons web humoristes au Burkina Faso que moi, je suis au quotidien. Mais ça ne fait pas d'eux des influenceurs. Soyons sérieux. On a aussi, en fait, des influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs comment on appelle ça? Au sens vrai du terme. Par exemple, quelqu'un qui te montre comment on utilise une caméra. Quelqu'un qui va t'apprendre, par exemple, quel est le logiciel qu'il faut utiliser pour faire telle chose, pour faire telle chose. C'est ce que nous, on va appeler, en fait, des vrais influenceurs parce que celui-là, il a la possibilité de modifier ton comportement d'achat. Demain, quand tu vas, comment on appelle ça, quand il va sortir pour te dire, il y a tel nouveau logiciel qui vient d'apparaître, il est bon, essayez-le, vous y allez. Vous connaissez les conséquences? Malheureusement,
l'histoire se suit et se ressemble. Je ne prédis pas parce que je n'ai pas la capacité de le faire, mais je pense que passer cette vague-là, ces dames qui sont impliquées en fait dans cette notion auront deux choix. Soit, puisqu'arrivé à un certain moment, la pression sociale sera de telle sorte que ces profils-là vont les abandonner. Soit vous les abandonnez, vous créez un nouveau profil sous un autre nom. En ce moment, vous faites une nouvelle santé, montrez que vous faites pas de blanche, parce que même la sortie en fait et la présentation des excuses en fait ne va rien changer en fait en ce qui a été fait. L'image que les gens auront de vous jusqu'à demain, c'est que vous faites des plans machiavéliques en fait en réalité pour attenter à la vie d'un tel ou d'une telle. Je prends le cas également de ce qui est arrivé aussi en fait aux filles bogolaises. C'est idem, c'est pratiquement dans le même scénario en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai fini de recouper un peu les informations qui me reviennent, on a l'impression que ces filles ont été piégées en fait en réalité et puis divulguées. Donc moi je ne crois pas en la thèse de dire que non, j'ai fait un accident, mon téléphone il est perdu, parce que j'ai toujours dit, lorsque vous ne voulez plus, lorsque, comment on appelle ça, quelque chose que vous ne pouvez pas afficher dans votre salon, vous ne le laissez pas dans votre téléphone. On a l'impression que le public de TikTok adore tout ça. Mais est-ce que, voilà pourquoi je vous pose la question, est-ce que les vidéos ont été vues sur TikTok? Les vidéos n'ont jamais été publiées sur TikTok. Les vidéos ont été plutôt publiées sur WhatsApp. Donc, oui, mais je veux dire que j'ai l'impression que TikTok a son public, c'est un public oui, en fait, en majorité parfois déjanté. Acceptons que non, en réalité, non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'on a un public assez déjanté sur TikTok. En fait, sur TikTok, on a du tout. Le réseau, il séduit tout simplement parce que, bon, voilà, on se lâche, on s'amuse. C'est l'objectif du réseau. Oui, en fait. mais ce qui est mis en avant, on sait. Le contenu dominant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis pas d'accord avec vous. Voilà, moi je suis pas d'accord avec vous pour étudier le réseau, puisqu'actuellement, je prépare d'ailleurs une publication en fait sur le réseau. On a recoupé un peu, on a fait un peu un sondage. Non, ce n'est pas que c'est le thème le plus dominant. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une question, comment on appelle ça, d'algorithme. Par exemple, quand vous partez sur Facebook, ce que vous voyez n'est pas ce que moi je vois sur Facebook. Quand vous partez sur YouTube, ce que vous regardez, c'est pas ce que moi je vais regarder en fait, comment on appelle ça. Oui, même comment on appelle ça pendant du temps. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, moi, généralement, quand je vais sur YouTube, par exemple, tout ce qu'on me présente, ce sont les Bogodiouf, ce sont les 3 femmes même parce que j'adore l'humour. Donc, du coup, mais vous, c'est pas évident. Quelqu'un d'autre va y aller, par exemple, on va lui présenter en fait, par exemple, d'autres spots vidéo, d'autres films, par exemple, qu'il souhaiterait réaliser. TikTok, c'est idem, c'est vous qui paramétrez votre profil en fait, en réalité. D'accord? Maintenant, que vous décidez vous-même de regarder, je vais dire, ce que vous appelez un griffe obscène, bon, c'est votre profil, c'est vous qui le définissez. Donc c'est à vous qui veut. Le vice enfoui en chaque humain qui ressort là. Malheureusement, ce n'est pas seulement que TikTok, hein, c'est tous les réseaux. C'est comme ça, voilà, acceptons. Et c'est beaucoup de sites web également. Les sites les plus regardés au monde aujourd'hui, en fait, allez-y, ce sont des sites de moins de 18 ans. Et en même temps, les gens qui ont le plus d'abonnés, ce sont les gens qui se trémoussent là. Sur TikTok. Disons que c'est le jeu également. Voilà, c'est le jeu également. C'est en cela que je prends en contre-pied le fait de dire que les influenceurs sont forcément des gens qui impactent positivement. Et pourtant, ils impactent négativement. Et c'est dommage de le dire parce que quand ils vont, c'est eux qui ont leur algorithme, c'est eux qui choisissent d'aller dans la bad list et c'est à eux de choisir. Et donc, on a des influenceurs positifs, il y en a négativement. C'est pas le nombre qui compte. Le fait d'influencer ne serait qu'une seule personne, tu as réussi à le faire. Voilà pourquoi je dis, en fait, on ne les appelle pas des influenceurs. Appelez-les des TikTok. Voilà en fait là où est le problème. Parce qu'aujourd'hui, oui, en fait c'est ça. Voilà. Des TikTokers qui influencent, ça c'est logique. Des Facebookers qui influencent, c'est logique. Des Instagrammeurs qui influencent, ça c'est logique. Mais maintenant, c'est lorsque vous les mettez sur la base, vous dites que non, ce sont des influenceurs, c'est là que ça pose problème. Et aujourd'hui, l'amalgame fait que, aujourd'hui, par exemple, ces personnes-là qui pensent qu'elles sont influenceuses, mais regarde aujourd'hui leur comportement. Pourtant, elles ne sont pas influenceuses en fait en réalité. Elles sont des TikTokeuses. Elles sont des Instagrammeurs, elles sont des Facebookers, et c'est ça en fait en réalité la réalité des choses. L'influenceur sait pertinemment que tout se joue sur sa crédibilité. Okay. C'est une des notions de l'influenceur. Il le sait très bien. Donc s'il perd en crédibilité, s'il perd un petit capital de sympathie, il perd sa communauté. Parce que ce n'est pas une grosse communauté. D'accord? Donc quelqu'un peut avoir 10 personnes, 20 personnes qui le suivent en fait au quotidien, qui scrutent en fait ce que la personne poste. Mais le jour où la personne en fait va, comment on appelle ça, créer un bad buzz, cette communauté-là va se retirer parce que tout simplement on n'a plus confiance en vous. Vous voyez l'exemple de l'ex-ministre de la Santé, qui aujourd'hui, par exemple sur un réseau comme Facebook, qui propose aujourd'hui en fait, qui fait des posts par exemple dans le monde de la gynécologie. Mais je vous assure qu'au quotidien je le suis.
Mais le jour où il ferait un bad buzz, je n'ai plus confiance, je vais me retirer. Parce que c'est une relation de confiance entre vous et votre communauté. D'accord. Merci Garnette. Vous êtes écrivaine, votre regard sur les réseaux sociaux et pourquoi pas, on espère un jour avoir un Tout à fait. Je suis moi-même très réseau social. J'ai ma page que j'anime au quotidien depuis 12 ans. Et donc, le trait naturel va s'opérer. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, les feuilles mortes vont tomber de leur belle mort et les meilleurs vont rester. C'est le trait naturel, c'est le temps qui va jouer sur ces faiseurs de bad boy, de bad buzz. Tout à fait. Et donc, moi, je dis à la base, c'est à nous de pouvoir faire le tri. Mais de faire le tri, c'est nous qui préparons l'esprit de nos enfants. Parce que le drame, c'est quoi? Les plus grands influencés, c'est des personnes plus jeunes. Et donc, c'est à nous de faire le contrepoids et puis de créer d'autres réseaux qui seraient encore plus moralisateurs, entre guillemets, pour pouvoir rattraper le maximum. Sinon, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Merci. On va suivre un bout d'une vidéo et juste après, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. La peur nous embrasse, la mort nous embrasse, la terreur nous étreint, et l'horreur nous éteint. La foi nous soutient, l'unité nous maintient en vie ceux qui ont perdu la vie. Au chant de balles répondent, des cris d'espoir. Donc une fuite en avant, dorénavant, notre histoire s'est réécrite à la sueur des endormis. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons à l'unisson son jour de gloire. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons à l'unisson son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire, son jour de gloire. Au sein des survivants, debout dans les tranchées, sans jamais renoncer à cette nation morcelée, sous une pluie de paix, un jour ensoleillé. À la mana famika, mobeka, à sa mana famika, mobeka, nous nous Lâche comme si néon autour d'une conviction. Faut-il encore des pleurs pour une introspection, pour une cage sans fumée? Les familles sont destinées. Un jour l'amour s'informe, un jour la prodigue. Ça part sur le monde d'Ayana. What pendant tout le dernier piana. What on fourou. Dis de l'ange, je m'en sais pas. On fourou. Dis de l'ange, je m'en sais pas. Ça va,
jour de gloire des générations Cœur d'Or, 18 artistes burkinabés qui ont décidé de se mettre ensemble pour annoncer le jour de gloire qui, on l'espère, est très imminent. Tout à fait. Voilà. C'est un beau projet, un beau clip, de très belles voix. Juste après ce qui suit, on reçoit donc nos invités. Cette fois-ci, on parle de production et de diffusion de pièces de théâtre en temps de crise et les enjeux. On en parle avec Aristide Tarnagda, auteur, dramaturge, comédien et metteur en scène, directeur du festival Récréatal, et Odile Sankara, comédienne, metteur en scène et présidente des Récréatales. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, et surtout qu'il n'y a pas longtemps, on a pris une bonne nouvelle vous concernant. Vous êtes présidente du jury du prix théâtre RFI 2022. C'est une fierté pour nous, pour le Burkina Faso, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Bonjour Aristide Tarnagda. Parent, bonjour. Oui. Pour saluer son parent. Oui, ça doit le faire très mal. Ça doit le faire très mal. Et on regarde sur les réseaux sociaux et même parfois dans les médias, on voit que vous êtes très actif sur le terrain depuis un bon bout de temps, que ce soit à Ouagadougou, bon, quand même dans le Boulgou, et pas que dans le Boulgou, Koupéla, Kaya, pour parler de théâtre et ainsi de suite. Moi, déjà, la première question, est-ce qu'une production théâtrale doit tenir compte de l'actualité, de la situation sociopolitique? Enfin, ce que notre pays traverse n'est plus de l'actualité, mais c'est devenu un quotidien en fait. C'est une crise qui a pris ses racines depuis 2015 ou 2016, et donc il était important que le théâtre quand même soit au cœur de la préoccupation du peuple, donc pour analyser, comprendre, pour prendre soin, pour penser les plaies, et puis pour être présent simplement auprès de celles et ceux qui ont besoin de réconfort, de présence de leurs frères et de leurs sœurs pour réapprendre à exister, pour se relever, pour se tenir les mains. Voilà, donc en principe, on peut être collé à l'actualité parce que le théâtre, dans son essence même, n'est pas fait pour aborder des faits actuels, enfin, de l'actualité, je veux dire, mais ce que nous traversons quand même exige une présence quotidienne des poètes et des gens du théâtre. Odile? Oui, non, c'est pour rebondir dans le même sens. Il y a un poète qui dit que quand la maison est dans l'effondrement, dans le chaos, la poésie, l'art de façon globale, doit pouvoir permettre de se tenir debout, d'assainir la maison. Et donc, il y a une seule maison qui restera toujours debout. C'est la maison de la culture, de l'art, de la création et de la poésie. Et donc, dans ce sens, oui, on peut dire que les théâtrales ne peuvent pas être en marge de ce que nous traversons. Et que voilà, le geste artistique au quotidien, la réflexion, parce qu'il s'agit aussi de ça, la pensée doit être aussi épouser ces instants-là. Oui, justement, le théâtre, je suis très heureux d'avoir sur ce plateau-là, j'allais dire, des acteurs vraiment très influents, pour utiliser un terme à vogue au cours de cette émission, dans le domaine donc, du théâtre. Au Burkina Faso, on a toujours parlé du théâtre, mais généralement les gens ont tendance à percevoir le théâtre en tant que spectacle, moins en tant que production littéraire. Dernièrement, il y a la tendance en train de changer avec des publications et des prix, notamment avec Aristide Tarnagda ici présent. Est-ce que pour vous, il est nécessaire justement de travailler à ce qu'on ait davantage, beaucoup plus de production littéraire dans le domaine du théâtre, puisque au niveau donc des productions, j'allais dire dramatiques, au niveau donc du spectacle, là, il y en a beaucoup, et depuis l'homme pour le connaître jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est très important de basculer, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y en a autant au niveau donc de production littéraire?
Oui, il est important qu'il y ait cette pluralité, mais surtout si nous voulons avoir des traces et laisser un héritage et avoir une identité qu'on transmet aux générations qui vont venir, il est important qu'on comprenne que c'est d'abord un geste littéraire, poétique, avant d'être autre chose. Quand on parle de la langue de Shakespeare, Shakespeare a écrit du théâtre, hein. Donc, mais ça a été un tort qui a été fait au théâtre pendant longtemps et pas que dans notre pays, je crois. Un auteur comme Kofi Kwaoulé, qui a été l'un des auteurs qui m'ont formé et influencé, exultait parce que justement je venais de recevoir le Grand Prix littéraire, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps parce que c'est du théâtre et qu'il était victime d'un ostracisme, le théâtre. Et de ce point de vue, je crois que notre pays est en train de comprendre. Moi, j'ai été parrain de la dernière édition de la Foire du livre. Et donc, voilà, c'est une prise de conscience qui est en train d'être opérée à ce niveau-là pour qu'on comprenne que c'est un acte, l'acte d'écrit du théâtre est un acte fort de littérature. Oui, non, au niveau des récréatrales, est-ce qu'il y a eu des productions allant donc dans ce sens? Tout à fait, tout à fait. Nous avons même tenté d'éditer, d'avoir une collection récréatrale, mais vous savez, la production au niveau du théâtre est très très compliquée. Donc à un moment donné, on a été obligé de le laisser. C'est pour cela qu'un auteur comme moi est publié ailleurs. Je suis publié chez Lanzmann en Belgique, c'est bien dommage, parce que la circulation, la disponibilité des textes reste compliquée quand l'édition est faite ailleurs. Mais à côté de cela, on a ouvert un espace pour permettre d'entendre, de faire des mises en voix des pièces de théâtre. Cet espace-là s'appelle Langue d'Afrique et RFI intervient dans ce cadre-là. Le prix RFI, on est en partenariat. Le prix RFI est tout le temps lu à Langue d'Afrique pendant une édition des récréatrales et cette année ça va encore être le cas. Et quels sont les enjeux de la production en temps de crise? Ce que je voulais compléter d'abord, c'est que nous avons besoin de matériaux, pour la création et de récits aussi proches de nous. Shakespeare, il est inépuisable, Molière, etc., tous ces grands auteurs, mais ça reste dans une certaine histoire, c'est lointain, même si on le réactualise. Mais aujourd'hui, je pense que dans la jeune production, en tout cas la production contemporaine, on a besoin de récits. Il y a tellement de problématiques qui nous prennent dans les tripes au quotidien de ce que nous traversons. Je pense qu'il est temps qu'on s'en empare dans la production littéraire, dramaturgique. Concernant maintenant les enjeux, quels sont les enjeux liés à la production théâtrale en période de crise? Alors, le projet Terre Sainte répond en partie à cette question-là, c'est-à-dire que c'est comme à un moment donné notre pays qui traverse une des pires crises de son histoire doit comprendre que le théâtre de façon particulière et les arts d'une façon générale ne sont pas là pour amuser la galerie et sont une arme efficace et redoutable contre la barbarie que nous connaissons, pour réancrer l'humanité au cœur de notre vie. Vous avez dit redoutable et efficace, est-ce que c'est perceptible? Est-ce que c'est mesurable, c'est quantifiable? Je ne sais pas moi. Tout à fait. Je vais raconter simplement une anecdote, parce que j'étais comme vous, je l'intellectualisais, le rôle du théâtre, la puissance du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma en temps de crise pour guérir, parce que je n'avais pas encore eu le temps de l'expérimenter de façon concrète, mais à Kaya je l'ai vu.
On a les images, on a les récits, on a les témoignages. Quand on a fini le 31 juillet là, on a organisé un repas avec les personnes avec lesquelles on a travaillé pendant un mois. Et puis, il y a un jeune qui était là-bas qui souffre, qui a des problèmes mentaux en fait, et qu'on a embarqué dans notre aventure, qui a fait partie du processus et qui a fait la restitution avec nous. Il a refusé de manger, il a refusé l'argent qu'on lui donnait parce que simplement nous partions. Donc ce qui lui faisait exister, tenir tout le temps, c'était de pouvoir se lever, de savoir qu'un monde va venir, qu'il va danser, qu'il va peindre, qu'il va jouer ou qu'il va regarder simplement des gens parler de choses qui le concernent, et que ça, tout d'un coup, ça va s'arrêter. Et quand on a fait le tour dans ce marché, parce que c'était un site de Saint-Viard à Kaya, pour saluer les vieilles et les vieux qui étaient là, ben la tristesse se lisait dans leurs yeux, et pour eux, c'était comme un abandon. Parce que, disent-ils, même si on ne participait pas de façon active, le fait de nous lever et de regarder, d'être des spectateurs et des spectatrices nous permettait d'échapper aux pensées noires qui nous traversaient, parce qu'on est là, on végète. C'est bien vrai qu'on nous donne, enfin, on a des choses à manger, mais enfin, une fois que tu as fini de manger, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est aussi pour dire que l'être humain n'est pas que matériel, il est surtout immatériel. Ce qui fait que nous existons et que nous sommes différents des animaux et des autres êtres vivants, c'est cette immatérialité, c'est cette capacité de se transcender, d'avoir une âme. Et tant qu'on ne nourrit pas cette âme, eh ben, on va tomber dans les crises qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc je finirai par dire que c'est peut-être parce que nous avons pendant longtemps négligé les arts, le théâtre, la musique. Regardez ce qu'on écoutait tout à l'heure. Qui que tu sois, ça te titille, ça te nourrit, ça t'enracine encore davantage dans l'humanité. Et donc, ça te permet de prendre conscience des dangers qui sont autour de toi, de la nécessité d'avoir des liens, etc., avec les autres. Donc, pour moi, en temps de crise, il est important qu'on comprenne que on doit accompagner les acteurs culturels, on doit accompagner les artistes pour essayer de guérir, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. L'artiste, l'homme de théâtre, il arrive à guérir. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est peut-être aussi parce que c'est un art de l'éphémère que nous ne percevons pas. Ce que le théâtre peut apporter dans la construction d'une certaine humanité. Penser les plaies, nourrir l'intellect même, et s'enraciner, comme il a dit. Le théâtre souffre de ça, parce que ce monde est devenu un monde de matériel. Voilà, le développement de la technologie, tout ce qu'on a acquis, les progrès ont fait que le matériel a pris le dessus. Et donc tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel est relégué au second plan et n'est plus perceptible. Et c'est là où on se fait un leurre. Et je crois que nous devrions davantage se recentrer autour des valeurs fondamentales que nous avons et qui passent par tous ces éléments-là de la culture. Je pensais au tir des récréatrales, le théâtre itinérant des récréatrales. Ce qu'ils ont réussi à faire avec le tir est très impressionnant, puisque avec Terre Sainte, ils sont allés à Kaya. C'est un rapprochement avec les populations. Et l'homme de théâtre et tous les créateurs des d'œuvres de l'esprit doivent se rapprocher de leur public. Pour comprendre, réfléchir avec eux, pour trouver cette solution-là, pour penser leur plaie, voilà, pour apporter peut-être souvent pas une réponse au truc, mais voilà, quand même, pour apporter, comme elle a dit, un peu plus d'humanité. Donc, c'est très important pour les Burkinabés, parce que les gens pensaient avant, dans une certaine conception,
que le théâtre c'est une affaire de riches. Voilà, c'est pour les élites. Voilà, c'est pour des élites. Alors que si le théâtre se rapproche des populations, les populations sont partie intégrante même de la construction de la pièce. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Alors ces gens-là se sentent plus humains et voilà, ils s'ouvrent plus facilement et ils comprennent et ils changent. Et on voit qu'aussi il y a des thématiques que vous abordez. Et quelles sont les thématiques qui doivent être en phase donc avec cette situation que nous vivons? On a vu les titres, les thèmes des récréateurs passés. Il y a eu Tresser le courage, nous dresser, sortir de l'ombre. Et cette année, on a Faire visage. Faire visage, qui est une phrase de Mohamed Bougarsar, en fait le dernier prix Goncourt, qui est l'auteur d'ailleurs de Terre Sainte. Une thématique est importante dans un festival comme les récréatrales parce qu'il est le trait d'union entre les différents maillons de la création. Les scénographes, les auteurs, les metteurs en scène et même le public. Nous sommes dans un quartier, nous avons été accueillis dans un quartier depuis 2006. Donc, quand on choisit un thème, il faut que ce thème-là parle à ces gens. Il faut qu'ils se sentent concernés. Quand on va à Kaya pour parler des récréatrales, il faut évidemment que ce soit au cœur de leurs préoccupations. D'où la nécessité d'avoir un thème poétique. Parce que la poésie est ouverte à tout le monde. Et par essence, elle est hospitalière. Elle accepte l'intellectuel comme celui qui est au bas de l'échelle. Et donc, depuis 4-5 éditions, on pense les thèmes des récréatrales en fonction du pouls de l'histoire de notre pays, mais aussi de l'histoire du monde. Parce que c'est un festival aujourd'hui qui intéresse le monde entier. Voilà, Odile-et-moi, on bouge partout. C'est exceptionnel ce que Étienne Milongo a réussi à faire et à mettre en place ici. Ailleurs, on met beaucoup d'argent pour faire venir un public au théâtre. Mais ici, on l'a déjà. Il parlait du tir tout à l'heure. Il suffit que vous alliez, que vous déployiez le théâtre, et puis vous avez le public. Il y a des réactions. Ah oui, enfin, ils ne sont pas que spectateurs. Ce qu'on fait avec le tir, ils sont acteurs. Voilà, ils sont acteurs. C'est un travail qu'on a fait avec ces gens, avec beaucoup de communautés qui étaient mélangées. C'est important de faire ce cheminement. Et comme elle le disait, comme c'est un art éphémère, ce pas des choses qui sont perceptibles tout à l'heure, mais nous-mêmes, nous avons vu l'évolution quand on est arrivé et qu'on a mis les peuls, les foulsés, les Mossi, toutes les communautés mélangées. Au début, c'était très très compliqué. Il y avait la prudence, la méfiance, etc., etc. Et au fur et à mesure, les liens se sont tissés tout seuls. Et ce n'est pas... C'est comme ça, c'est normal. C'est normal parce que quand on ne se côtoie pas, quand on ne se frotte pas, on ne se connaît pas. Il a dit, Naziboni, le jour où on apprendra réellement à se connaître, on mettra fin aux guerres. Parce qu'on se tape dedans, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se comprend pas. Et tant qu'on ne se frotte pas, qu'on ne vit pas ensemble, et le théâtre, il est beau parce que vous mettez une communauté de spectateurs qui s'assoient, qui regardent une pièce, vous les faites dialoguer à travers la pièce, sans même se parler. Mais à travers la pièce, vous les faites se parler et ça bouge à l'intérieur d'eux. Mais évidemment, nous ne sommes pas des machines. Le changement ne peut pas être perceptible immédiatement. Mais même si après, parfois, il y a des témoignages. Bien sûr, bien sûr. On a besoin de temps pour comprendre, pour réaliser même pour que l'œuvre nous parvienne, pour réaliser que, en fait, pour que l'œuvre même se révèle à nous, même nous qui portons souvent des rôles en tant qu'acteurs. La poésie est tellement quelque chose de magnifique qu'on ne peut pas être au-dessus de la poésie. C'est pas nous qui allons
à elle, c'est elle qui vient à nous. Elle se laisse prendre. Et en ce moment, tout s'éclaire. C'est pareil, tu ne peux pas demander. Il ne s'agit pas de comprendre et d'intellectualiser et de dire, moi je suis sorti de telle pièce. Non, tu peux pleurer, tu peux être ému et ne pas vraiment comprendre. C'est pas important, mais dans le temps, tu comprends. Justement, une question adressée donc à Odile Sankara. Marius l'a dit tout à l'heure, vous êtes donc membre du jury du prix donc, Théâtre RFI. Et justement, quelle est, j'allais dire, votre partition concrète? Est-ce que ça va changer quelque chose pour le théâtre au Burkina particulièrement? Ouais, d'abord, c'est un prix comme ça fait un rôle comme ça qu'on confie à quelqu'un, c'est d'abord honorifique. C'est honorifique, mais aussi c'est une reconnaissance sur l'expérience acquise, sur le travail fait sur le terrain. C'est pour ça qu'on m'a sans doute appelé pour présider. Ça va changer quelque chose, oui. Je pense que toutes ces actions que nous posons ne sont pas fortuites, gratuites. Il y a toujours une conséquence. Par exemple, ce que j'ai défendu dans ce jury-là, c'est de dire qu'il faut que nous accompagnions davantage les jeunes auteurs en termes de formation, en termes d'accompagnement dramaturgique, etc. Et oui, bien sûr que ça peut changer quelque chose. Moi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a publié, et tout de suite, j'ai vu la réaction des internautes. J'étais assez ému et dépassé. Ça dit qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt et que les jeunes, ça les interpelle. Forcément. Je voulais simplement dire que c'est mon parent qui a publié. Donc voilà. Est-ce que vous avez... qu'il est le seul à avoir... C'est le Bissau qui a publié. Est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement, que les décideurs, le politique... Non, ils ne nous comprennent pas. Voilà. Ils ne nous comprennent pas, c'est pas grave, ils viendront, ils vont comprendre parce que j'ai le sentiment de répéter ce que Jean-Pierre répétait, ce que Prosper répétait, ce que Boulou répétait, mais c'est pas et c'est ce travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire comprendre et que surtout aujourd'hui qu'on comprenne que en fait les arts, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont, comment dire, des biens d'une nation. C'est l'identité d'une nation. Qu'une nation se doit de protéger ses espaces de création, ses espaces de production de sens, de génie, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Les autres ne nous ont pas dominés avec du matériel. Ils nous ont dominés avec des idées, avec des productions artistiques, c'est-à-dire nous faire avec la langue, leur langue, la beauté de leur langue. Et qu'est-ce qui a rendu les langues belles? Eh bien, ce sont les poètes, ce sont les artistes, ce sont les créateurs. Donc, si nous voulons nous tailler une place, si nous voulons plus que nos propres enfants regardent leur pays avec des yeux méprisants, si on veut se hisser, se bomber la poitrine, être fier d'avoir notre dignité, il est important que ça se construise. Et ça se construit au cinéma. C'est un monde d'image aujourd'hui. Je parle par exemple du cinéma. Nous sommes la capitale du cinéma, le FESPACO. C'est un outil dont on doit absolument prendre soin. Pour moi, il est plus important que tout. Les espaces de le CITO. Le CITO, le Carrefour International qui est en train de mourir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'un pays comme la Norvège, qui n'a aucune légitimité de venir créer un espace, de financer un espace ici, l'a fait. Parce qu'il croyait en des acteurs qui sont avant tout burkinabés. Et la Norvège s'en va, et nous, on laisse l'institution mourir. Et l'ATB. Prosper n'a rien approuvé. Jean-Pierre a laissé un joyau incroyable. Vous allez à Gambidi, il y a du tout. Ce qu'on est en train de faire, les récréatrales, nulle part au monde, ça n'existe. C'est pas une histoire de fierté mal placée. Ça n'existe nulle part. Un peuple doit avoir quand même des endroits où il va se régénérer. Il va se poser des questions, il va se regarder, s'interroger, et où il se projette.
où il déploie ses récits. Voilà, mais vous ne pouvez pas fonder une nation sans récit, sans mythe. Ce n'est pas possible. Or, pourtant, ce sont ces espaces-là. Je ne dis pas que les autres ne sont pas nécessaires. Les autres sont... Il faut bien qu'on se soit, il faut des hôpitaux, il faut... Mais le théâtre, le cinéma, c'est un hôpital, c'est une école, c'est une université, c'est tout. C'est tout ça à la fois. Vous avez le plus transversal de tous les secteurs de la vie. Vous avez le sentiment que, avec la situation que nous vivons, les hommes de théâtre sont en train de faire leur part? Absolument. Vous avez vu la FENATEB, on organise, chacun plus que jamais prend le terrain, va là où on doit y aller, auprès des populations les plus fragilisées. Donc, si vraiment il y a des gens qui font leur part, c'est vraiment les gens du théâtre. Je suis d'accord avec vous. Vraiment pour finir, parce qu'on est au terme de cette émission, l'édition de cette année, c'est pour quand? 29 octobre, 5 novembre. La thématique, c'est faire visage. Faire visage. C'est du 29 octobre au 5 novembre. Et c'est votre rendez-vous. C'est le rendez-vous de tous les Burkinabés, de tous les Ouagalais. C'est un espace pour venir se nourrir, venir se guérir. L'âme et puis voilà, le corps, se guérir, s'enjailler. Merci bien, merci d'être passé. Et ça a été un plaisir, comme d'hab. Et à très bientôt au niveau donc, des récréateurs. Et puis on attend aussi les résultats du prix. On espère que ça le 25 matin, on espère que ça sera un Burkinabé. On va voir. Allez, ciao, à très vite.